Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue aux tout nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous parler des super-héros, les gens qui se prennent pour nos sauveurs et se prennent pour des super-héros. Vous allez voir, ça sera très intéressant. Allez, c'est parti avec le générique comme d'habitude de DJ Arafat. Paul Faber on the track. Bienvenue dans mon émission. Voilà, comme je vous disais, je vais vous parler des gens qui se prennent pour des super-héros, pour nos sauveurs, mais au contraire, c'est vraiment le contraire. Je vais vous présenter des images, quelques images, et puis après, je vais vous dire ce que je pense et ce que je vois, et ce que votre cerveau, ce que vos cerveaux essaient de traduire dans vos têtes. Qui accourt vers la dame, ils vont l'attaquer. Oh non, ils lui font un câlin. C'est trop mignon, ils l'ont reconnu. C'est leur ancienne maîtresse quand ils étaient petits, avant qu'elle les vende aux zoos pour une bouchée de pain. Vidéo suivante. Attention, il va libérer le lion, suppose. Attention monsieur. Et non, ça va, il lui fait un câlin encore une fois. Oh là là, c'est trop mignon, c'est son ancien. Il nous livre ses conclusions. Lorsque les rhinocéros tombent endormis, ils sont encore à demi conscients. Les braconniers font alors très vite, car ils ont peur d'être découverts. Ils prennent une grosse hache pour couper les cornes, et l'animal agonise pendant 2 heures. Les braconniers font tout pour ne laisser derrière eux aucune preuve. Ils effacent toute trace de leur passage. On n'a plus d'indices. On se retrouve donc sur une scène de crime, avec très peu d'éléments pour avancer. C'est carrément une guerre. Ils nous tirent dessus, on riposte. Des vies ont été perdues des deux côtés. Dans d'autres régions d'Afrique du Sud, les braconniers utilisent même des grenades pour piéger les carcasses. Maintenant, il faut former nos rangers pour y faire face. Voilà, je vais vous dire ce que votre cerveau essaye de faire, parce que les gens pensent que le cerveau, c'est l'esprit et tout ça. Non, le cerveau, il ne faut pas confondre le cerveau et l'esprit. Le cerveau, c'est comme un disque dur qui enregistre les informations et puis après, vous le faites répéter. Donc, c'est comme un disque dur, exactement. Donc, ça veut dire le matin, ou lorsque je me lève, tout ce que je vais me dire, tiens, je vais faire mon café, je vais prendre ma voiture. Parfois, je suis dans mon esprit, mais mon cerveau va conduire la voiture jusqu'au boulot. Donc, même si je peux je peux me droguer, mais pas à fond les manettes, mais me droguer un petit peu, sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, le cerveau, s'il a toutes ses capacités, il enregistre toutes les informations. Moi, je peux être complètement en l'air, et puis après, je conduis ma voiture tout à fait normalement, ou je rentre chez moi tout à fait normalement, mais je ne me souviens même pas du tout, en fait, de ce qui s'est passé, mais parce que mon cerveau a enregistré toutes les informations, exactement comme un disque dur. Donc, comme je dis, il ne faut pas trop boire. Si je bois ou je fume ou je me drogue à un état dépassé, comme on dit, tout exténué, là, c'est clair que le cerveau, à ce moment, il ne fonctionne plus. Mais si vous êtes dans un état raisonnable, vous pouvez ne pas vous souvenir je parie qu'il y a plein de gens qui ont eu ça. Vous pouvez ne pas vous souvenir de ce qui s'est passé, mais le cerveau, il a tout enregistré. Le cerveau, ce n'est pas votre esprit. Le cerveau est rien qu'un disque dur. Là, vous êtes à l'école, le cerveau, il assimile tout ça. Il assimile tout ça. Tout ce que vous répétez comme des robots, ça, c'est le cerveau. L'esprit est ailleurs. Le cerveau influence par contre l'esprit. Tout ce que vous voyez dans la télévision et dans les médias. Le cerveau influence l'esprit. L'esprit a sa propre critique, critique, mais le cerveau l'influence aussi. Donc, dans les images que vous voyez, vous allez voir qu'il y a, en fait, vous avez vu qu'il y a, dans ce que je vous ai présenté, l'homme, l'Occident, qui est toujours là. Il est le sauveur. Votre cerveau enregistre ça. Jamais vous allez voir des Africains, parce que j'ai cherché sur YouTube, je vois rarement des Africains, mis à part des sauvages, ou enfin ceux qui se présentent comme des sauvages, donc on va voir les animaux à s'approcher ou faire quoi que ce soit, ou comment est-ce qu'ils sont avec les animaux. Ça, on ne verra jamais. Pourtant, ça existe. J'ai été en Afrique, ça existe, il y a tout plein. Ma fille est en ce moment en Afrique du Sud, elle voit ce qui se passe. Donc ici, je vais dire, on ne montre jamais ça sur YouTube, Google, on ne montre jamais ça. Ils vont te montrer que l'Occident. L'Occident
Donc il est là, il sauve des animaux. Il n'y a que lui. Imaginez-vous juste le sens inverse. Un Africain qui voit comment est-ce que l'Occident fracasse les vaches, les chevaux, les moutons, ou les cochons. L'Africain est là pour le sauver ou faire quoi que ce soit. Ça sera aussi vu autrement. Mais là, l'Occident est en Afrique. Il est partout. Hein. Il est en Inde. Il est en Afrique. Il est partout. Il n'y a que lui. Exactement comme Tarzan. Donc Tarzan, pour vous dire que Tarzan, c'est une histoire aussi qui vient du Congo, dont je suis d'origine. Ils ont vu un enfant qui était élevé par des... Ça existe dans les peuples bantous, des enfants qui sont élevés par des singes et tout ça, et puis le peuple récupère, les Occidents de l'époque, ils ont vu ça, ben, ils ont imaginé le colon, et les blancs, et tout ce que vous voulez avec. Donc pour vous dire que votre cerveau capte tout ça, il enregistre, il va vous dire comme quoi que c'est le sauveur. Or, qu'il n'y a pas des lions ici en Belgique. Il n'y a pas des lions en France. Il n'y a pas des lions en Europe. Il n'y a pas des lions. Mais ils vont se présenter comme des sauveurs du monde. Il suffit juste de voir le cirque. Dans les cirques, tous les lions qui sont nés dans des cirques, qui sont là juste pour amuser le peuple, ce sont des lions, un, qui sont vaccinés, deux, qui sont éduqués par des hommes, donc franchement, ils ne servent plus à rien, c'est exactement comme nous ici. Vous allez le mettre dans la vie sauvage, dans sa vie naturelle. Ces lions, ou ces tigres, ou tout ce que vous voulez, ces éléphants, sont complètement morts. Parce que, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils ont besoin de l'homme pour se nourrir. Ils ne savent pas utiliser leurs griffes, ni leurs crocs des dents, ou leurs canines. Ils ont besoin de l'homme, exactement comme nous ici en Europe. Je veux dire, nous ici, on a besoin des grandes surfaces pour se nourrir. En Afrique, ils n'ont pas besoin de ces grandes surfaces. Ils se nourrissent eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent. On va vous dire qu'il y a de la famine ici, tout le reste. Mais non, non, non. La famine, il y en a partout. Sauf qu'ici en Europe, on ne vous le présente pas. On va vous étiqueter l'Afrique, 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 l'Afrique. Il y a de la famine partout. Il ne faut pas exagérer. Donc, pour vous dire, les images que je viens de vous présenter, ça montre vraiment que l'Occident se prend vraiment pour le sauveur du monde et qu'il est, il est là partout. Comme dans les films Avengers. Ils sont là partout. Ils sont là pour sauver le monde, sauver, 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 sauver. Et ce n'est pas de leur faute. On les a mis ça dans leur tête et ils se prennent pour des sauveurs. Or que c'est absolument rien à voir, qui nous montre un peu les Africains comment est-ce qu'ils vivent avec les animaux, comment est-ce qu'ils savent vivre avec les animaux. Ça, ils ne vous montrent jamais ça. Mais ils vous montrent que le peuple de l'Occident, non seulement qu'il n'y a pas de lions ici en Europe, mais ils savent s'adapter en Afrique. Mais c'est faux. En vérité, lorsque tu vas mettre un Occident face à des situations complexes en Afrique, ils ne sont plus là. Uh-oh, we want me here. We want me here. We got trouble in here. We want me here. Okay. Hey, we got trouble. Over the six. Over here. Hey, we got trouble. You got a stick? Do you hold this? Hold this. And this. Okay. Do you need one up here? Do you need another body in here? If you can just keep talking to me, that would be great. What else do you do? What was your name? Tony. You all right? You all right? Okay. What do I need to know? If he does anything. You're going to bring a pistol? What do I do?
ceci pour vous montrer que ces gens montrent vraiment qu'ils maîtrisent la situation, or qu'ils devraient tout simplement apprendre tout ça chez les Africains. Et pas surtout chez eux, parce qu'il n'existe pas de crocodiles ici en Europe. Voici quelques images qui montrent comment est-ce que les Africains arrivent à vivre sereinement, non seulement avec les crocodiles, mais avec les animaux en général. J'ai cherché par contre dans Google, même pas dans Google, mais dans YouTube, les Africains qui vivent avec les animaux sauvages. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. On montre que des Caucasiens. Que des Caucasiens. Et là, vous allez voir que les touristes, ils sont très contents de se mettre sur le dos des crocodiles. Et c'est les Africains qui les apprennent tout ça. C'est les Africains. Et l'autre image, vous allez voir qu'il y a un éléphant qui se met face à un homme. Et ça, c'est une technique qui est très connue en Afrique. Mais lui a juste pris sa caméra et montré au monde entier que lui seul, a appris cette technique. Et il connaît ça depuis ses ancêtres peut-être. Sûrement avec les loups et les ours. J'ai essayé de faire une recherche. Vous allez voir ici, homme noir avec animaux. Recherchons. Il nous montre déjà une femme caucasienne avec son chien. J'aurais essayé sauvage. Image, évidemment. Et voilà. On voit des caucasiens. Tableau avec un noir. Je cherche. On voit le caucasien. On va essayer encore africain qui prie. Donc voilà, africain avec animaux sauvages. Cherchons. Voilà, je cherche. On voit encore des caucasiens. Et on voit un petit enfant blanc là. Petit caucasien. Je cherche. Il n'y en a pas. Nulle part. Et encore là. On voit, ah oui, tiens, les noirs qui ont tué des animaux. Ça, on trouve par contre. Génial Google. Les images que je vous montre là, vous allez voir, où vous avez vu un éléphant face à un Occident. C'est pas l'Occident qui a appris ça. C'est un Africain qui l'a appris ça. Il s'est fait filmer et puis hop, youpi-ya, c'est lui le super-héros. C'est ça le paradoxe. Voilà. Thomas Sankara est mort dans les années 80. Tué par les Français. On ne va pas chercher midi à 14 h qu'il a été tué par des groupes armés. Mais qui a armé ces groupes? Voilà. Bon. Les Français ont tué en assassinant Thomas Sankara. Ils ont cru que ça serait fini. On serait toujours asservi par les religions, par leurs bêtises, par leurs magouilles à la con. Mais il se trouve que Thomas Sankara, il y en a partout maintenant, les Thomas Sankara. Alors, tous les tuer, ça devient ingérable. L'Afrique commence à se réveiller. Je pense que c'était en 2019, le président Macron s'est fait ramasser par le président du Ghana, en parlant de la diaspora. Et mettons là, on est en 2021, il remet encore ça, mais cette fois-ci avec la diaspora, pour mettre une bonne image de lui, qui comprend tout le machin et tout le bazar. Il s'est fait encore une deuxième fois ramasser. Mais les Français, ce président français, ils pensent que leur histoire peut se répéter à chaque fois. À un certain moment, on se dit, tout a une fin. On peut installer un édifice quelque part dans la nature, en pleine nature, on dit ça c'est tout nouveau, ça restera comme ça. Point barre, c'est à vie. La nature reprend toujours les choses en main. La nature finit toujours par reprendre toujours les choses. Donc là, il s'avère que les Africains, attachez vos ceintures, il y a beaucoup d'éveillés, mis à part les gens qui commencent encore à croire à Jésus-Christ ou à Mohamed ou je ne sais pas quoi. Les restes, il y en a pas mal qui sont réveillés. Et c'est un danger pour l'Europe. Je vais vous présenter les deux extraits et vous allez voir.
Eh bien, transforme votre position ici. Et vous ne vivrez plus ce discours et cette histoire de pauvreté, de gens qui sont obligés de traverser le Sahara en mourant pour venir en Europe. Ce n'est pas une histoire et un discours qui vous aidera ici. Non, notre principale tâche, c'est justement de transformer notre continent. Et pourquoi je dis cela? Eh bien, je vais vous donner un exemple, un seul. La diaspora chinoise, ça représente à peu près 116 millions de personnes. Et dans le tableau des États, eh bien, c'est une diaspora qui correspond au 25e, à la 20e dans le monde. Eh bien, si l'on regarde les investissements qui ont été en Chine et qui ont permis aux Chinois de se transformer, à la Chine de devenir vraiment l'usine du monde, eh bien, c'est énorme, les investissements. Et cela a changé le statut et la position des Chinois eh bien, dans le monde entier et de la diaspora chinoise aussi. Donc, c'est quelque chose que nous prenons très au sérieux parce que justement c'est là le lien de transformation et c'est ce lien que je veux avoir avec la diaspora africaine. Comment vous impliquer dans le développement du continent? Et je voudrais changer cette histoire. Et lorsqu'ils eh bien, changeons ce discours, et nous ne pouvons le faire, qu'il n'y a que nous qui puissions le faire, eh bien, cette histoire que le Père Noël va venir pour développer le continent, il n'y a que nous qui pouvons développer notre continent. Il n'y a pas de Père Noël. Une fois que cette mentalité devient notre mentalité, à savoir que nous devons développer notre pays nous-mêmes, cela change le regard. Nos relations avec la France, avec l'Europe va changer. Là, notre relation avec l'Europe est totalement naturelle. Si vous regardez une carte, vous voyez bien que géographiquement même, il n'y a qu'un petite bande d'eau qui nous sépare. Et si vous regardez l'histoire aussi, l'histoire entre l'Europe et l'Afrique, il y a une relation, une alliance naturelle, une relation qui doit être différente de celle que nous avons eue jusqu'à ce jour. Pourquoi je dis cela? Eh bien, cette relation a enrichi l'Europe, mais n'a pas enrichi l'Afrique. Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant, elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez, mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Je crois que le président Macron s'est dit, ce genre de débat-là, ce ne sera plus pour moi. 2 fois se faire ramasser la tronche, c'est de trop. Je vais vous dire ce que c'est vraiment le problème de l'Afrique. Il y a plusieurs problèmes, il n'y a pas qu'un seul ou 2 ou 3, il y en a plusieurs. Déjà, se débarrasser déjà de tout ce qui est société étrangère. Ils sont comme des cancers qui sont en train de contaminer toute l'Afrique.
il est clair, et ça, je ne mâche pas mes mots, que l'Afrique n'a pas besoin d'aide au développement. L'Afrique est déjà développée du point de vue spirituel, psychologique. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, l'Europe, là-dessus, n'est pas du tout développée. Il suffit juste de regarder avec cette situation, entre guillemets, pandémique. On remarque vraiment qu'il y a vraiment des malades. Il y a vraiment des malades, non seulement des médias, des malades Covid, des malades de tout. Des gens ne comprennent absolument rien. Eux, ils ont besoin de la spiritualité, de cette éducation africaine pour être forts mentalement, pour ne pas avaler n'importe quoi, de ne pas confondre cerveau et esprit. L'Europe a besoin d'aide. On doit aider l'Europe là-dessus. Et ça, c'est clair. D'où les Européens s'éparpillent un petit peu partout parce qu'ils ont besoin de sortir. Ils doivent sortir. Je ne suis pas contre ça. Au contraire, je suis pour ça. Ils doivent sortir de leur contexte. L'Afrique est dans cette matrice européenne qui a été créée il y a de cela des siècles. Il faut qu'ils se débarrassent de toute cette société multinationale, qu'ils se débarrassent des religions qui n'ont rien à voir avec eux. Il y en a deux religions, chrétiens et musulmans. Peut-être il y en a peut-être d'autres que je ne connais même pas. Et vraiment se concentrer sur lui-même, l'Africain. Lui-même. Et voir qu'est-ce qu'il peut apporter. Les choses se font en partageant. Il faut qu'on partage notre savoir-faire du point de vue spirituel, du point de vue esprit. Parce que on voit que l'Européen a essayé d'installer sa façon de voir les choses, s'accaparer tout ce qui était en Égypte pour façonner ça à sa façon, et rien ne marche. Non seulement en Europe, mais en Afrique et dans le monde entier, ça ne fonctionne plus. Donc, ils doivent reprendre les choses en main, ça tous les Africains. Se débarrasser des religions, se débarrasser de toute cette façon de penser à l'européenne, ça n'a rien à voir avec nous. Si on veut les apprendre des choses, parce que ça date il y a bien avant, entre guillemets, cette époque de Jésus-Christ, on doit les apprendre comment il faut vivre du point de vue mental. Parce que là-dessus, il y a vraiment un sacré problème. En tout cas, l'Afrique, ça c'est clair, je ne démords pas, n'a pas besoin de l'Europe. L'Europe, l'Occident a besoin de l'Afrique et ils savent très bien pourquoi ils ne veulent pas retirer leurs soldats, que ce soit en Afrique ou à gauche, à droite. Ils savent très bien, s'ils retirent, ils sont morts. L'Afrique, pour moi, c'est la première puissance spirituelle, mentale du monde. Il n'y a rien à dire. Alors, si les Africains ne vous rendez pas compte de ça, vous allez vous faire bouffer par des cancers. Les cancers, c'est le multinational qui vous grimpe partout. Je pense que j'ai quasiment tout dit. Alors cette publicité est diffusée par une ONG internationale et ce qu'elle nous dit, c'est qu'un enfant sur 7 n'a pas de quoi manger tous les jours. Suite à cela, il nous est dit que ça ne coûte que 80 centimes de dollars américains de nourrir un enfant affamé. 1 in 7 children does not have enough food to lead a healthy and active life. Déjà, ce qu'on peut faire remarquer dès le début de la vidéo, c'est la voix enfantine. Et les dessins aussi qui sont enfantins. On a choisi des dessins plutôt que la vidéo d'une vraie famille ou de vrais enfants qui sont affamés. Donc on peut se dire que c'est destiné à un public très jeune. Ensuite, une application est présentée. Cette application permet de payer 80 centimes à l'ONG en question et donc de pouvoir nourrir des enfants. Et là, on nous montre les enfants qui sont dans le besoin dans le monde. Et on remarque qu'il y a 2 enfants situés sur la carte de l'Afrique et un enfant situé en Orient. Mais en tout cas, il n'y a pas d'enfants aux États-Unis, en Australie ou en Europe. C'est toujours dans les mêmes zones de la planète que la famine est montrée du doigt. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui souffrent de la faim partout dans le monde, notamment en Occident, donc en Europe, aux États-Unis ou en Australie. Et donc ce problème-là, on ne le montre jamais dans ce genre de message. C'est toujours les mêmes zones qui sont ciblées, qui sont stigmatisées. Donc ensuite, on nous montre l'utilisation de l'application qui se veut très simple. Et on montre des situations où le public qui est visé par cette publicité, le public qui est occidental, il est dans une posture où il est mieux que ces enfants qui ont faim. Donc on voit des amis qui sont autour d'une table et qui boivent un verre. On voit un couple devant une immense télévision avec du popcorn. Donc ce sont
à chaque fois des situations où les gens ont les moyens, où ils sont heureux, et donc ça ne leur coûte pas grand-chose de faire l'effort de participer au fait que la faim dans le monde cesse. Et donc, à travers cette application, c'est quelque chose qui ne leur coûte pas grand-chose. L'enfant qui regarde ça se dit, moi, je peux faire une différence, je peux faire quelque chose, je peux sauver quelqu'un, j'en ai le pouvoir. Et on remarque que les personnages qui peuvent aider, eh bien, leurs mains sont blanches. La main qui tient l'application qui permet de payer 80 centimes, c'est une main blanche. Les personnages qui sont montrés, que ce soit ceux devant la télé ou ceux qui sont autour d'un verre, ce sont des personnes blanches. Donc, encore une fois, les personnes qui sont dans une situation meilleure que les affamés, ce sont des personnes qui sont en Occident, sur la carte de la planète, et en tout cas, ce sont des personnes qui ont la couleur de peau blanche. Alors ensuite, on passe à une petite présentation de l'ONG pour dire ce qu'elle fait. Donc, elle nourrit les enfants dans le monde. Et on voit où elle travaille, cette ONG. Et là, on remarque que l'Afrique est complètement ciblée. Nécessairement pour la personne qui regarde ça, notamment si elle est très jeune, il va se construire dans l'esprit l'association Famine Afrique. Parce qu'il y a un seul point de localisation en Orient, quand il y en a je ne sais combien en Afrique. Donc, l'Afrique est complètement stigmatisée par cette histoire de famine. En France, des gens meurent de faim. En Angleterre, en Espagne, en Italie, en Europe, aux États-Unis, les gens, il y en a qui meurent de faim. Il y a des gens qui font les poubelles des supermarchés en France pour pouvoir nourrir leurs enfants. Et si les gilets jaunes ont tenu pendant des mois, voire même plus d'une année, à devoir manifester, même dans le froid de l'hiver, c'est bien parce que ce sont des gens qui ne mangent pas à leur faim, qui ne s'en sortent pas correctement. Donc, quand on stigmatise l'Afrique, c'est un mensonge. Parce que ce problème, il existe chez les personnes qui dénoncent ce problème, à savoir en Occident. Ensuite, l'application culpabilise une fois pour toutes la personne qui regarde, puisque ce qu'il est dit, c'est qu'il y a 21 fois plus d'utilisateurs de smartphones que d'enfants qui ont faim. Donc, si toutes les personnes qui utilisaient leur smartphone télécharger l'application et payer 80 centimes, eh bien ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il n'y aurait plus aucun enfant qui aurait faim dans le monde. Là où c'est culpabilisant, c'est que nécessairement, la personne qui refuse de le faire, eh bien ça veut dire qu'elle refuse de résoudre le problème de la faim dans le monde. Donc en tout cas, dans un esprit enfantin, parce que cette publicité, je le répète, est destinée aux enfants en priorité, eh bien dans l'esprit d'un enfant, il va culpabiliser, il va vouloir faire quelque chose, il va vouloir agir, il va demander l'autorisation à ses parents de pouvoir donner 80 centimes. Sauf que cette publicité, elle comptabilise 129 millions de vues. Ça veut dire que 80 centimes multipliés par 129 millions de vues, on est déjà à 103 millions de dollars de collecte. Imagine the impact you and your friends can have. Pour bien finir de persuader l'enfant, eh bien, on lui dit « Imagine l'impact que toi et tes camarades, vous pouvez avoir sur la faim dans le monde. » Donc là encore, on voit que dans le vocabulaire, on s'adresse à des enfants, puisque si c'est à des adultes, on va pas dire « Imagine ce que toi et tes copains, vous pouvez faire comme changement. » On va pas parler de toi et tes copains quand on s'adresse à des adultes. Donc que ce soit la musique, que ce soit les personnages, que ce soit la voix enfantine ou que ce soit le vocabulaire utilisé, clairement, cette publicité s'adresse à de jeunes enfants, plus particulièrement de jeunes enfants blancs qui vivent en Occident et qui vont être persuadés publicité après publicité que la faim dans le monde, c'est uniquement en Afrique, c'est uniquement dans les pays en Orient ravagés par la guerre, c'est uniquement en Inde, c'est uniquement au Brésil. Donc bref, c'est à l'extérieur de son environnement. Donc plutôt que cet individu, donc cet enfant, finalement puisse agir dans son propre environnement, on va le persuader propagande après propagande que son aide est nécessaire, mais ailleurs, pas chez lui, chez les autres. Pourquoi? Parce que lui est dans une meilleure posture. Lui, il va avec ses amis boire des verres. Lui, il a un écran géant chez lui pour regarder la télévision. Lui, il a un smartphone, donc une application et 80 centimes, c'est rien du tout. Donc voilà un peu les messages qui sont intégrés dans les esprits des enfants depuis très jeunes. Donc s'ils finissent par grandir persuadés que leur aide est nécessaire, que les autres sont faibles, plus faibles, et que les autres ont besoin de son aide, ce n'est pas de sa faute. C'est un conditionnement. Et pour finir, on voit que les deux mains qui s'associent pour pouvoir faire cette action de cesser la faim dans le monde, qui devient même un cœur, donc qui propage l'amour,
eh bien ce sont deux mains blanches, deux mains claires de peau, en tout cas il n'y a pas de mains noires. Implicitement, ça veut dire que les gens qui peuvent participer au progrès, les gens qui peuvent apporter un changement, une amélioration, ce sont des personnes blanches. Premier problème, c'est qu'on fait croire à des enfants qu'il suffit de 80 centimes pour arrêter la faim dans le monde entier. Là, le terme qui est employé, c'est monde entier. Donc déjà, on est dans une exagération extrême. L'enfant qui n'a pas de discernement, qui n'a pas de recul et qui absorbe tout comme étant vérité, va vraiment croire qu'il est en mesure de régler les problèmes du monde entier. C'est une photo que moi-même j'ai prise dans le métro parisien et que j'ai croisée vraiment plusieurs fois. C'est un véritable matraquage puisqu'il n'y avait pas un seul jour où je ne prenais pas les transports en commun à Paris et où je ne croisais pas cette publicité. Et à chaque fois, c'était la même configuration. Pourtant, il y avait différents types d'images que j'ai croisées, mais la configuration là était la même. Ce placement n'est pas du tout anodin, c'est-à-dire que d'un côté, on a une femme blanche qui est associée au mot majesté et le mot majesté est mis en valeur en rouge de façon à vraiment capter l'attention. De l'autre côté, juste en face, on a un homme noir où cette fois-ci, le mot accusé est mis en valeur en rouge. Et comme si le mot accusé ne suffisait pas, eh bien on a mis cet homme noir en situation d'arrestation, donc dans une situation de criminalité. Quand bien même, au final, il s'agit d'un innocent, il n'est pas montré sous les traits d'un innocent, il est montré sous les traits d'un criminel, c'est-à-dire pendant la séance de photos d'identification. Et le fait de mettre ces deux images en parallèle, ces deux mots accusés, majesté en parallèle, c'est une mise en scène pour que nos cerveaux associent la personne blanche à la royauté, à la majesté, à ce qu'il y a de positif, d'élégant, de riche et de prestigieux. Et par contre, on va associer l'homme noir à ce qui est dangereux, ce qui fait peur, ce qui est néfaste et forcément à l'échec. Donc je suis passée devant un premier portrait, c'était une personne blanche, un deuxième portrait, c'était une personne arabe et le dernier portrait que j'ai croisé, c'est cette personne noire qui était associée au mot obscur, comme par hasard. Les autres phrases pour les autres personnages n'avaient rien à voir, il n'y avait pas de concept de luminosité, de couleur. Là, on arrive devant une personne qui est noire et comme par hasard, il y a le mot obscur qui est associé à son projet en fait. Ce n'est pas anodin. L'individu noir sera associé à ce qui est obscur, ténébreux, ce qui ne fonctionne pas, ce qui fait peur. Ce n'est pas innocent. Alors comment? Et voilà le clou de la publicité, c'est le fondateur de cette ONG qui se présente en sauveur. Et il y a une mise en scène de domination, c'est-à-dire que lui est blanc, est au premier plan. Les autres sont foncés de peau, ils sont en arrière-plan. Lui est blanc, il est debout. Les autres sont foncés de peau, ils sont assis. C'est-à-dire dans une position inférieure par rapport à lui. Il domine l'écran. Et là où vous allez voir que c'est une véritable mise en scène, c'est que les personnes qui sont là assises n'ont pas le droit de circuler, de bouger normalement. C'est-à-dire qu'il y a une jeune femme qui se lève spontanément pour aller voir ou faire quelque chose et hop, elle est recadrée immédiatement. Il est exigé qu'elle se rassoie. Encore une fois, c'est une publicité qui amène à penser que certains types de populations ont besoin d'aide et qu'un seul type de population peut les aider. Les États colons sont allés envahir, piller, agresser et ils ont ramené des preuves de leur victoire. Donc déjà, l'endroit en lui-même est très malsain avec ce genre d'intention qui se transforme en énergie. L'idée que transmet ce musée aux personnes blanches, c'est de normaliser le fait d'aller chez les autres faire ce qu'on veut. C'est tellement normal qu'on l'étale à la vue de tous, on l'institutionnalise. Ça, c'est un trône du royaume du Dahomey. Regardez, nous avons certaines de leurs armes. Regardez, nous avons pris quelques morceaux de leurs murs préhistoriques. Donc, en France, les grottes de Lascaux, on ne peut même pas y entrer parce qu'il faut les protéger. Mais au musée du Quai Branly, il y a de véritables morceaux de murs où des hommes préhistoriques africains ont fait des dessins. Ce ne sont pas de reproductions, ce sont des originaux qui ont été prélevés en Afrique. Ça ne pose de problème à personne. Et depuis le temps que ces objets ont été volés à l'Afrique, aucun homme d'État français n'a jugé légitime le fait de rendre à des populations ce qui leur appartient. Si le Bénin ou le Gabon
possédaient le trône de Napoléon ou le trône de Louis XIV ou le trône de Louis XVI, je peux vous assurer que les Français auraient tout fait pour rapatrier ce trône et que les Français se seraient réclamé le droit d'exiger ce trône. Mais dans le sens inverse, ça ne dérange absolument pas les pilleurs et leurs descendants. Pourquoi? Parce que ça a été normalisé dans l'idée que, comme certains sont supérieurs aux autres, eh bien, ils sont dans une meilleure position pour pouvoir conserver ça en bon état. Et c'est d'ailleurs l'argument qui revient très souvent de dire que la France ou les pays européens ont les moyens et les espaces pour pouvoir entreposer ça en toute sécurité. Alors que si on les redonne aux pays africains, ça va être dégradé, ce ne sera pas conservé correctement dans les normes et donc ça va finir par disparaître très rapidement. Monsieur le ministre, la restitution des biens culturels au Bénin et au Sénégal me pose quelques questions que je souhaite partager avec vous. Ce qui appartient aux collections nationales appartient aux Français. Enfin, au niveau sécuritaire, les conditions d'accueil de ces pays d'Afrique subsaharienne ne paraissent pas optimales. A-t-on des contreparties là-dessus et des réponses à ces questions? Je vous remercie. Indirectement, ça décrédibilise l'intelligence et les moyens africains. Enfin, le quatrième mécanisme de conditionnement, selon moi, il s'agit des mensonges d'État. C'est-à-dire les mensonges qui sont institutionnalisés. On ment aux personnes blanches sur leur origine. Ça fait au minimum un siècle, donc 100 ans, qu'il est connu et qu'il est compris que les personnes blanches ont une ascendance africaine, même très éloignée. Et ça, c'est quelque chose qui est caché depuis très longtemps et qui commence à pointer un petit peu, mais très timidement. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire de continuer à séparer la population africaine de la population blanche, de façon à ce qu'on puisse toujours jouer sur cette supériorité-infériorité. Les États mentent également aux populations blanches concernant leurs accomplissements. Beaucoup de découvertes, d'inventions et d'exploits sont attribués à des personnes blanches, alors que c'est faux. Par exemple, on attribue des découvertes astronomiques à Copernic et à Galilée, alors que c'est faux. Ce sont des découvertes qui sont africaines. On attribue des théorèmes mathématiques à des savants grecs blancs, alors que c'est faux. Ce sont des théorèmes africains. On attribue les personnages de la Bible à des populations blanches ou sémites, alors que c'est faux. Tout ça a été transformé et en réalité, l'origine de la Bible est africaine. On attribue des richesses aux pays occidentaux alors que c'est faux. Leur richesse vient de l'Afrique. D'ailleurs, c'est depuis que ces pays occidentaux ne peuvent plus exploiter les populations africaines gratuitement que ces pays se sont endettés et sont en plein déclin. Si la France, par exemple, était restée avec son blé pour faire du pain et son raisin pour faire du vin, jamais elle ne serait devenue une puissance mondiale. Clairement, c'est l'or qu'elle pille un peu partout et aujourd'hui en Guyane. C'est le pétrole qu'elle prélève en Afrique. Ce sont les diamants, le manganèse, le fer, le cuivre, le caoutchouc. C'est tout ça qui a permis à la France de s'enrichir et d'être actuellement dans un rang très élevé parmi les puissances mondiales. Et c'est pareil pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, pour l'Espagne, pour l'Italie, pour tous les pays qui ont participé à la mise en esclavage des peuples africains et à leur pillage. Voilà, mon émission se termine par là. Pour les tout nouveaux abonnés, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Et pour les autres, en tout cas, bienvenue dans mon émission aussi. On va se voir à la prochaine et comme d'habitude, je vais toujours vous raconter ce qui ne se raconte pas ni dans les médias ni à l'école. Au revoir. Paul Faber on the track.